Le samedi 13 septembre 2014, le Congrès des jeunes panafricains, le COJEP, a organisé une conférence pour montrer à l'opinion mondiale qui est en réalité M. Charles Blé Goudé, fondateur du COJEP et ex-ministre du président Laurent Gbagbo, aujourd'hui déporté comme son mentor à La Haye pour y être jugé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à la suite des événements survenus en Côte d'Ivoire après la crise électorale de 2010. Cette conférence a réuni d'éminents journalistes, des universitaires, des hommes de droit et des personnalités politiques de grand ordre, à l'image de M. Christian Wabé, président du RPCI-AC. Non, et moi je suis plutôt un touriste de la résistance par rapport à les autres ici sur la table qui travaillent chaque jour là-dessus, mais je dois avouer que j'avais commencé tout ça parce que je voulais juste faire un film sur le FPI, parce que pour moi la réponse du système Gbagbo, c'est très intéressant. Aujourd'hui on vit dans un état néolibéral où vraiment on peut dire que les bénéfices non sont individuels, mais après les risques sont repartis avec tout le monde. Et donc le modèle de Laurent Gbagbo, pour moi, est avec deux concepts principaux, la subsidiarité, donc la décentralisation, et le fait de redonner un rôle central à l'État. Et dans la gestion de l'économie, c'est un modèle aussi à proposer à l'Italie. Moi, je le proposais tout de suite à Renzi parce que notre État en Italie est en train de s'écrouler. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'avais commencé. Malheureusement, après, Gbagbo est fini à la CPI. Et donc, je me suis occupé un peu de cette institution. Je trouve que cette institution, c'est très, très dangereuse. Justement parce que c'est totalitaire, c'est autistique comme système, et je voulais juste introduire deux, trois choses que j'avais découvertes. Par exemple, il y a plusieurs manières de chantage et du côté des États-Unis et aussi de l'Union européenne. Donc on sait le Conseil de sécurité des Nations Unies, on sait que sur les 5 membres permanents, il y en a 3 qui ne feront pas partie, non, Chine, Russie et les États-Unis, mais la chose la plus incroyable, c'est que Bush en 2002, il a passé des lois en 2002 et après de nouveau en 2004. Et ces lois, par exemple, celle-là de 2002, ça s'appelle carrément l'acte de l'invasion de La Haye. Ça veut dire que les États-Unis, ils peuvent même utiliser des moyens militaires pour reprendre une personne si elle est renfermée à La Haye. Ça va encore plus loin parce qu'en 2004, on a fait des amendements qui s'appellent les Nethercutt Amendments. Et là, c'est même un chantage de ne pas couper les aides militaires, mais même les aides économiques. Donc les États-Unis, si on ne fait pas des accords bilatéraux avec les États-Unis pour s'assurer que leurs citoyens ne vont pas à la CPI, on coupe les aides au pays. Mais la même chose se passe du côté de l'Union européenne. Parce qu'à partir de Cotonou, de l'amendement, de l'accord excusez mon français, de l'accord d'échange, voilà, avec les 75 pays de Afrique, Caraïbes, voilà. Et à partir de 2005, l'amendement, il demande aux pays de souscrire une clause, donc c'est inclus dans les accords d'aide au développement, il faut souscrire à la CPI. Il faut faire partir la CPI, sinon on ne reçoit pas d'aide. Alors ça c'est du chantage, c'est pas un libre choix que moi je veux participer à la CPI. D'ailleurs, il y a le Soudan qui a refusé en 2009 de signer cet deuxième amendement de l'accord de Cotonou de 2005. Et ils n'ont pas reçu 300 millions de dollars qui étaient prévus dans l'aide de développement européen. Une autre chose, c'est que comment est-ce que cet institut est financé? On dit qu'il faudrait avoir un cap, donc seulement 22% devrait venir d'un pays, et pas plus. Mais l'Union européenne se comporte comme un pays.
et elle finance plus de 50% de cette cour. Donc là, elle a un poids assez lourd parce qu'elle se comporte comme un pays, mais elle finance. Et ça, bon, c'est un autre aspect que je trouve assez grave. Et en plus, il y a aussi des financements privés. Donc sur le site, on voit qu'il a écrit qu'ils reçoivent des financements privés, mais ce n'est pas précisé qui donne cet argent. Donc imaginons-nous maintenant une cour qui reçoit de l'argent privé. C'est quelque chose de vraiment abominable. Moi, je trouve que c'est abominable. Et donc, je voulais juste prendre des autres cas, par exemple le cas du Kenya. Je me suis dit, bon, allons voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, parce que c'était la même situation. Il y avait eu des élections, 1000 morts, 300 000 déplacés, mais la CPI s'est comportée dans une manière différente. Ils ont, à l'époque, arrêté 6 personnes des 2 camps. Donc on ne comprend pas pourquoi, dans le cas de la Côte d'Ivoire, on a ciblé un camp et pas les deux. Dans le cas du Kenya, on a quand même décidé de cibler les 2 camps. Mais après, l'horreur commence. Par exemple, l'un des témoins avait retiré son témoignage. C'était le seul témoignage avec lequel on pouvait accuser aujourd'hui le président de Kenyatta. Et ce témoin a même publié un livre avec un journaliste d'investigation. Ils ont donné le livre à la chambre d'appel, à la cour d'appel. Et Ocampo, à l'époque, a répondu « on va arrêter le journaliste ». Donc, le procureur savait 2 ans avant la confirmation de charge que ce témoin était faux. Mais ils ont continué avec ça. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas juridique, c'est quelque chose de totalitaire, je dirais presque. Donc, Ocampo dit on va arrêter le journaliste. Et je regardais sur le site de la CPI et apparemment, dernièrement, ils ont même fait, accusé quelqu'un, un Kenyan. Donc il y a un procès en cours à la CPI contre un Kenyan qui a, selon eux, changé des témoins. Mais en réalité, c'est pas ça, c'est qu'il a dit qu'il était harcelé par la CPI, qu'il voulait absolument qu'il témoigne contre, dans ce cas-là, c'était William Ruto. Et donc qu'est-ce qui fait le Kenya? Le Kenya a décidé à l'Assemblée nationale en 2013 de se retirer de la CPI. Et je pense que c'est la démarche juste à faire. De faire en sorte de mettre des pressions que les pays africains sortent de cette institution. C'est la même chose pour le Soudan. Et on avait accusé al-Bashir d'être un génocidaire, mais d'avoir commis un génocide, mais on sait que qui avait des Nations Unies qui avait déjà fait des recherches là-dessus, avait en 2005 dit qu'il n'y avait pas eu, il n'y a pas un génocide au Soudan, parce que les gens ils courent vers, les gens étaient en train de courir vers les gens du gouvernement. Donc c'est un peu comme si à l'époque nazie les Juifs vont courir vers la Wehrmacht. Non, ça se fait pas. Donc c'était pas logique, c'était pas un génocide, mais Ocampo a insisté sur le point, c'est un génocide. Et il a continué sur cette démarche. Et il y a eu l'Union africaine, le Conseil, le mouvement des G77, le mouvement non allié, la Ligue arabe, toutes ces organisations ont demandé à la Cour pénale internationale d'arrêter le procès contre le président du Soudan. Donc, c'est quoi l'organisation internationale? La communauté internationale, c'est quoi? C'est pas que les Nations Unies. Il y a toutes ces autres institutions qui ont vraiment dit c'est pas possible de continuer avec ça, mais on les écoute même pas. Et donc, l'Union africaine, à ce moment-là, en 2013, ils ont décidé de ne pas respecter ce que la CPI avait demandé, donc d'arrêter al-Bashir dans tous les pays où il allait. Et la CPI a commencé à s'en prendre avec le Bénin et avec le Malawi, je crois que c'était, et le Burundi, parce qu'ils ont accepté de... Plus fort?
Parce qu'ils ont accepté de recevoir al-Bashir. Et donc, l'Union africaine a passé des lois qui sont des lois qui contraignent légalement les gens. Et ils ont passé des lois en disant que ces pays ont tout le droit de recevoir les présidents qu'ils veulent. Donc là, maintenant, on a une législation internationale qui s'est mise contre la législation de l'Union africaine. Donc, qui des deux représente... Je raconte tout ça parce que plus je lis sur cette cour, le cas de l'Ouganda, où même Museveni avait dit qu'il faut retirer les mandats d'arrêt parce que le procès de paix est en train de s'écouler. Et on n'a pas retiré les mandats d'arrêt et le procès de paix n'a pas abouti pendant des années et des années. Donc j'ai l'impression que c'est une cour pour vraiment faire en sorte qu'il y aura des changements de régime en Afrique et une manière de vraiment contrôler, non c'est un autre bras, une manière de le contrôler. Donc le légitimement en y allant, etc., je pense que ça ne vaut pas la peine, même d'espérer qu'ils vont libérer quelqu'un soudain. Déjà le fait que Gbagbo et Charles Blé Goudé soient là, c'est déjà ça une faute, non? Donc je pense que ça ne vaut pas la peine de les suivre, voilà. Et c'est plus ou moins... je voulais juste parler des autres cas pour les rapprocher au cas Gbagbo que j'ai beaucoup suivi au niveau vraiment de ce qu'on discutait à chaque moment, avant même de la confirmation des charges. Et je ne comprends pas, parce que je vois par exemple des choses dans l'affaire Bemba qui ont fait stopper l'affaire à un certain moment, mais les mêmes procédures ont été utilisées dans le cas Gbagbo, mais personne n'a rien dit, comme par exemple le choix des victimes. Dans le cas de Bemba, carrément, il y avait la télévision qui appelait les gens à venir seulement pour inculper Bemba. Donc, c'est pas comme ça qu'on fait une recherche, non, une analyse sur ce qui se passe dans un pays. Et je crois aussi que dans le cas, j'ai vu aussi dans le cas de Laurent Gbagbo, on a fait la même chose avec le choix des victimes. Donc, voilà, mon seul souhait, c'est de ne pas donner de la crédibilité à cette institution et de l'ignorer comme sont en train de faire les Kenyans. Et, Julius Malema en Afrique du Sud, Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, hier Amilcar Cabral, c'est le même combat, c'est la même vision des choses, parce que tout simplement, quand Charles Blé Goudé dit « Nous voulons exploiter les matières premières de telle sorte que les populations ivoiriennes, dans leur totalité, bénéficient des retombées économiques, financières de ces matières premières. » Quand Charles Blé Goudé dit, comme Julius Malema, l'indépendance politique c'est bien, mais l'indépendance économique c'est mieux. C'est ce que dit Julius Malema en Afrique du Sud. Il faut l'indépendance scientifique, il faut l'indépendance culturelle, il faut l'indépendance financière. Mais sinon, il n'y a pas d'indépendance. Mais c'est ce que dit Julius Malema à longueur de journée. Il dit ce qui se passe, les Noirs n'ont rien. Il y a des ghettos partout. Nous ne devons pas accepter ça. Il le dit à l'Assemblée nationale, il le dit partout. Il a créé un parti politique pour ça. Mais qu'est-ce que disait Charles Blé Goudé dans les rues d'Abidjan? Le Charles Blé Goudisme est un concept dans lequel le Charles Blé Goudisme, retenez ça, est un concept de libération du continent sur le plan économique, mais surtout sur le plan scientifique. Il faut
que Charles Blé Goudé. Et je souhaite qu'on filme ce que nous allons dire ici et que ça tombe entre les mains de Mme Fatou Bensouda. Mme Fatou Bensouda, c'est qui? Voilà une femme qui est du Gambie. Elle est du Gambie. Le président gambien, tous les jours, et je veux qu'on l'entende, il n'y a pas de langue de bois, il y a la vérité à faire triompher pour faire libérer Charles Blé Goudé. Dans son pays, en Gambie, le président Yaya Jammeh viole la Constitution, il viole les droits de l'homme tous les jours. Les Sénégalais peuvent le témoigner. Si Fatou Bensouda, qui se dit procureur de la CPI, si elle est honnête, filmée et rapportée fidèlement, si elle est honnête, la première personne qu'il fallait d'abord arrêter, c'est Yaya Jammeh. Pourquoi elle ne le fait pas? Déjà, 2 poids, 2 mesures. Ensuite, quand Amilcar Cabral, j'avais 16 ans quand je l'ai connu, il se battait contre les Portugais. Il allait, si vous voulez, de maquis en maquis. Il ne dormait jamais au même endroit. Et puis un jour, il me dit, camarade, un jour, ils vont m'éliminer. Amilcar Cabral, il était jeune, dynamique, intelligent, agronome. Parce qu'il voulait libérer les colonies portugaises, il voulait moderniser l'économie, le paysanat, et il me dit, ils vont m'éliminer un jour. Je dis à Amilcar Cabral, mais ce n'est pas possible. Vous êtes un grand homme, vous êtes averti, je ne pense pas qu'on puisse vous éliminer. On l'a éliminé. Alors, il faut que le Charles Blé Goudisme entre dans la tête des jeunes générations. Vous devez être des Charles Blé Goudé et vous devez résister. C'est un complot contre la Côte d'Ivoire. C'est un complot juridico-politique contre la Côte d'Ivoire. Qui peut dire la manière dont on a kidnappé Babo? Qui peut dire que ça c'est honnête? Est-ce que ce n'est pas Sarkozy et effectivement Ouattara et beaucoup d'autres? Moi je ne mens pas et je n'ai pas peur. Ce sont eux pour mettre la main sur la matière première de la Côte d'Ivoire par un homme qui soutient, qui ont organisé le kidnapping de Babo. Honneur à Babo! Honneur à Babo! Honneur à Babo! Ce qui se passe, ils veulent casser la Côte d'Ivoire, mais ils ne casseront pas la Côte d'Ivoire parce que tant qu'il y a la résistance, la Côte d'Ivoire se remettra debout. Aujourd'hui, je parle avec fierté de Amilcar Cabral. Et Cabral ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour, à Paris, que moi je parlerai à la nouvelle génération de ce qu'il a fait. Et oui, c'est ça la résistance. C'est pourquoi le concept de Charles Blé Goudé doit faire tache d'huile. Vous devez résister parce que ce complot juridico-politico-économique ne doit pas passer. Sarkozy, quand il a donné des instructions pour éliminer Kadhafi, entre vous et moi, si Sarkozy était honnête, qu'est-ce qui les empêchait à l'époque de dire, bon, Kadhafi, on va l'arrêter, on va le juger, on va l'entendre, mais on ne l'élimine pas. On l'a éliminé. Admettons que les juridictions françaises couvrent Kadhafi. Le Charles Blé Goudisme consiste en quoi? C'est de dire, si les Français sont honnêtes, et ils sont ici nombreux, s'ils sont honnêtes, ils doivent dire, puisqu'on ne peut pas envoyer Sarkozy, qui a kidnappé Babo, qui n'est pas étranger au fait que Charles Blé Goudé se trouve actuellement à La Haye,
qui a fait éliminer Kadhafi. Si les juridictions françaises sont encore honnêtes, elles peuvent se regarder en face, comme nous le faisons. C'est pourquoi ils disent que l'ancien Camara, il n'est pas ceci. Mais l'ancien Camara, je dis, je vous emmerde. Je les emmerde et essayez de bien filmer. De bien filmer. Pourquoi je les emmerde? Lorsque la France-Afrique, mais c'est la France-Afrique, longtemps, la France-Afrique n'a fait que jouer avec nos chefs d'État. J'ai fait la conférence de presse d'Ange Félix Patassé quand il était invité ici au sommet France-Afrique. Ange Félix Patassé ne sortait plus de Bangui. C'est Chirac qui l'a appelé. Il dit, mais monsieur le président, vous êtes invité au sommet France-Afrique, à Paris. Pourquoi vous ne voulez pas venir? Écoutez bien, le charleboudisme sera fait de vérité, d'arguments. Nous argumentons, nous le prouvons. Il dit, je ne viens pas parce que si je quitte Bangui, Bob Denard et Bozizé vont prendre le fauteuil présidentiel. Je ne viens pas. Sarkozy, Chirac est encore vivant. C'est Chirac qui a juré que vous pouvez venir à ce sommet Afrique-France, personne ne touchera à votre pays. Autour de toi, ça chauffe, ça dégringole. Tout le monde a peur et pourtant ce pays a besoin de tous pour sa grandeur. Et toi tu ne regardes que les autres, de quoi as-tu peur? Essaye de consulter ton cœur, ces battements te diront que la vie a aussi besoin de